Terraform installé au niveau d'une machine Windows et Vault déployé en tant que conteneur Docker au niveau d'une machine Linux distribution CentOS, on va attaquer le cloud d'AWS pour déployer le load balancer F5. On va créer un VPC, on va créer un réseau public au niveau de notre VPC qu'on va rattacher à une table de routage et on va rattacher notre table de routage à un Internet Gateway. On va sécuriser notre réseau public par un network STL qui va autoriser uniquement le trafic provenant de ma machine. Et on va sécuriser le load balancer par un security group qui va autoriser le trafic SSH mais aussi le trafic HTTPS provenant uniquement de ma machine. On va travailler avec un utilisateur qui n'a pas du tout les permissions pour pouvoir déployer l'ensemble de nos ressources. Du coup, on va créer un rôle qu'on va appeler Terraform Role qui sera associé à une policy qui a exactement les permissions dont on a besoin pour pouvoir déployer toute notre infrastructure. On va associer le rôle Terraform Role à un backend role au niveau de Vault, puis on va associer le backend role à un secret backend. Vault va attaquer le service STS et va récupérer le token dont l'utilisateur de base avec lequel on va travailler va utiliser pour pouvoir déployer toute notre infrastructure. Et une fois le load balancer installé, on va utiliser SSH pour nous connecter au niveau du load balancer en CLI pour effectuer les configurations de base et aussi en interface graphique. Alors avant de commencer à coder, il est bon de savoir ce qui existe déjà. J'ai déjà créé un utilisateur sous le nom de Terraform qui est associé au policy Terraform Limited qui a des permissions limitées au niveau d'AWS et qu'on va voir au prochain slide. J'ai aussi créé une policy Terraform Full EC2 VPC SSM qui a des permissions totales au niveau du service EC2, au niveau du service VPC et au niveau du service SSM. J'ai aussi généré pour l'utilisateur Terraform son access key et son secret key. Notre utilisateur Terraform n'a ni le droit de pouvoir créer un VPC, ni le droit de pouvoir déployer notre load balancer F5. Pour que l'utilisateur Terraform puisse avoir ses droits, il doit assumer un autre rôle. Nous allons créer un rôle qu'on va appeler Terraform Role et on va associer ce rôle-là au policy Terraform Full EC2 VPC SSM qui a les droits suffisants pour pouvoir déployer toute notre infrastructure. Alors, pour qu'un utilisateur puisse assumer un autre rôle, il doit être associé à une policy qui a les permissions lui permettant de pouvoir assumer un autre rôle. Et aussi, pour qu'un utilisateur puisse assumer un autre rôle, le rôle en question doit avoir une relation de confiance autorisant cet utilisateur à pouvoir l'assumer. Et très bonne nouvelle, la policy Terraform Limited a le droit de lecture sur le service SSM, le droit de lecture sur le service IAM, a la possibilité de créer un rôle et de définir la relation de confiance qui va permettre à notre utilisateur Terraform de pouvoir assumer un autre rôle. Et bien sûr, notre policy Terraform Limited permet à l'utilisateur Terraform de pouvoir assumer un autre rôle. La policy Terraform Full EC2 VPC SSM, comme expliqué précédemment, a un accès total sur le service EC2, le service VPC et le service SSM et va nous permettre de déployer toute notre infrastructure. Alors très rapidement, ce qu'on va faire, c'est que je vais me rendre au niveau de la console d'AWS et plus précisément au niveau du service IAM. Une fois au niveau du service IAM, je vais me rendre dans Policies. Ensuite, je vais filtrer par Terra. Et comme vous pouvez le voir, j'ai créé deux policies, Terraform Full EC2 VPC SSM et Terraform Limited. La policy Terraform Full EC2 VPC SSM a le contrôle total sur les services SSM et EC2. Alors, la règle EC2 2.étoile, comprenez qu'il y a VPC dedans. Et au niveau du policy Terraform Limited, il y a pas mal d'autorisations. C'est exactement les mêmes autorisations qui ont été dites lors de la présentation. Après, tout dépend de votre organisation, tout dépend de ce que vous voulez autoriser. Et ensuite, on va se rendre au niveau de User. Là, j'ai créé un utilisateur sous le nom de Terraform. Et l'utilisateur Terraform est bien relié au policy Terraform Limited. Pour pouvoir assumer un rôle, un service très important qui va jouer le rôle d'intermédiaire est le service AWS STS pour Security Token Service. On l'a bien compris précédemment, l'utilisateur Terraform va assumer le rôle Terraform Role qui est associé au policy Terraform Full EC2 VPC SSM. Pour ce faire, l'utilisateur va faire une requête API de type Assume Role au niveau du service STS et va dire à STS que je veux assumer le rôle Terraform Role et peut optionnellement spécifier la durée pendant laquelle il veut assumer ce rôle, qui est par défaut d'1 heure de temps. Alors, AWS STS va vérifier au niveau d'IAM si l'utilisateur a la permission pour pouvoir assumer ce rôle. Si c'est le cas, ce qui est le cas, alors STS va retourner un token à l'utilisateur Terraform. Et pendant 1 heure de temps, l'utilisateur Terraform va avoir le contrôle total sur l'ensemble de notre infrastructure.
Les credentials de l'utilisateur Terraform, à savoir son access key et son secret key, sont stockés au niveau de ma machine, mais aussi au niveau du service SSM, notamment paramètres store. On va voir pourquoi lorsqu'on va commencer à écrire notre code. Au niveau de ma machine, les informations sont stockées au niveau du fichier credential, et lorsqu'on aura complètement installé Vault, ce fichier va être supprimé. Alors, pour vérification, on va se rendre au niveau du service AWS System Manager et au niveau de paramètres store. Et dans paramètres store, comme vous pouvez le voir, on a les paramètres Terraform Access Key, Terraform Secret Key, mais aussi l'image du load balancer F5. Et comme expliqué lors de l'introduction, le load balancer F5 qu'on va déployer sera protégé par un security group qui va autoriser uniquement le trafic SSH et le trafic HTTPS provenant uniquement de ma machine. Et pour ce faire, on va créer une paire de clés qu'on va appeler toEC2US. On va associer cette paire de clés au load balancer F5 et on va télécharger cette paire de clés au niveau de ma machine. Ensuite, je vais utiliser le nom d'utilisateur admin et je vais associer la clé que j'ai précédemment téléchargée pour pouvoir me connecter de manière sécurisée par SSH au niveau de notre load balancer. Alors là, je suis au niveau du service EC2. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une paire de clés qui va me permettre de pouvoir me connecter par SSH au niveau du load balancer F5. Alors, la création de la paire de clés pouvait être faite au niveau du code. Personnellement, moi, je préfère le faire manuellement parce que je vais utiliser cette paire de clés en fait pour pouvoir me connecter sur d'autres instances. Alors, je vais me rendre au niveau de key pair. Là, je vais faire create key pair. Je vais le nommer toEC2US. Pour les machines qui sont au niveau des US, je travaille au niveau de la région US East 1. Alors, je vais utiliser une paire de clés avec l'extension .ppk qui peut être utilisée avec petit. Alors, je fais create key pair. Voilà, la paire de clés a été téléchargée au niveau de mon dossier de téléchargement. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier la paire de clés au niveau d'un dossier personnel. Ensuite, je vais ouvrir POTI, puis je vais me rendre dans SSH, ensuite dans Hôte, puis je vais rechercher ma paire de clés que je viens juste de télécharger. Ensuite, je me rends dans Session, puis je renseigne le nom d'utilisateur par défaut pour F5 qui est admin, puis j'enregistre ma session POTI sous le nom de F5, et bien sûr, après le arrobas, je vais mettre le nom DNS du load balancer F5, qui sera retourné automatiquement par notre code au niveau de Terraform. Alors, Terraform est un outil d'automatisation de l'infrastructure cloud développé par HashiCorp. HashiCorp qui est une société de logiciels qui fournit des outils open source mais aussi payants spécialement orientés automatisation du cloud. Alors, parmi ces outils, on peut citer bien sûr Terraform. On peut citer Vault pour l'automatisation de la sécurité, Consul pour l'automatisation du réseau et Nomad pour l'automatisation des applications. Alors, comme dit précédemment, HashiCorp propose des outils open source avec des fonctionnalités basiques et des solutions payantes ou commerciales avec bien sûr beaucoup plus de fonctionnalités. On va dire que HashiCorp fait du freemium. Alors, Terraform se base sur le principe de l'infrastructure as code, c'est-à-dire que en fait toutes les tâches qu'on devait faire normalement en interface graphique avec des centaines de clics, on peut le faire avec quelques lignes de code et déployer toute une infrastructure. On utilise du code pour déployer notre infrastructure. Alors le code qu'on va écrire est basé sur le langage HCL ou HashiCorp Configuration Language. Alors c'est du code déclaratif très facile à lire. Alors un code déclaratif, c'est un code qui dit à Terraform les éléments qu'il doit déployer, mais ne dit pas à Terraform comment il va déployer ces éléments. Terraform sait comment il va déployer. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Terraform, je veux un VPC, je veux 2 réseaux dans mon VPC, je veux que ces réseaux attribuent une adresse IP publique à mes machines. Alors, ça sera des éléments qu'on va déclarer à Terraform et Terraform va savoir comment il va faire pour déployer ces éléments. On parle alors de code déclaratif. Alors, Terraform supporte pas mal de fournisseurs cloud ou providers comme AWS, Azure, mais aussi Google Cloud Platform. Terraform supporte aussi des outils qui sont spécifiques à HashiCorp comme Vault pour la sécurité. Alors, dans cette vidéo, on va utiliser comme provider AWS et Vault. Et Terraform va télécharger l'ensemble des plugins dont il a besoin pour pouvoir interagir avec ses providers.
Toutes les informations des ressources qu'on va déployer au niveau du cloud AWS, Terraform va enregistrer ces informations au niveau du fichier state terraform.tfstate. C'est-à-dire que si on exécute notre code de déploiement 2 ou 3 fois, Terraform ne va pas installer 2 ou 3 fois les mêmes ressources puisqu'il va consulter le fichier terraform.tfstate et savoir que telle ou telle ressource a déjà été déployée. La même chose, si on apporte des modifications au niveau du code pour une ressource donnée, Terraform va aussi apporter la modification au niveau du cloud AWS. Et aussi, si la ressource n'est plus existante au niveau du code, Terraform va supprimer cette ressource. Le fichier terraform.tfstate est enregistré par défaut sur notre machine locale, à savoir le dossier courant, mais il peut aussi être enregistré au niveau du service AWS S3, mais aussi au niveau de Terraform Cloud. Dans cette vidéo, on va utiliser Terraform Cloud pour stocker notre fichier terraform.tfstate. Parce que le fichier terraform.tfstate contient des informations confidentielles comme les access keys et le secret key de l'utilisateur Terraform qu'on va utiliser pour pouvoir interagir avec AWS. Alors, laisser notre fichier terraform.tfstate sur notre machine locale est une faille de sécurité énorme. J'ai déjà créé un compte au niveau de Terraform Cloud qui se trouve à l'adresse app.terraform.io. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va créer un nom d'organisation et on va créer 2 workspaces. Un workspace pour le déploiement de Vault et un workspace pour le déploiement de notre infrastructure. Alors, les types de workspace qu'on va créer seront de type API Driven, c'est-à-dire que lorsqu'on va exécuter la commande Terraform Apply qui permet de déployer notre infrastructure, le fichier terraform.tfstate va être envoyé directement au niveau du cloud Terraform Cloud. Et le type de workspace qu'on va créer sera de type local, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser Terraform Cloud pour exécuter le déploiement de notre infrastructure. On va uniquement utiliser Terraform Cloud comme un élément de sauvegarde pour notre fichier terraform.tfstate. Alors là, on est au niveau de Terraform Cloud. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle organisation que je vais appeler Dynopix. Ensuite, je vais créer 2 workspaces, un workspace pour le projet Vault et un workspace pour le projet Infra, pour la création de notre VPC. Alors, les workspaces seront de type API Driven et ils seront de type local. Alors, je vais créer le workspace Vault Workspace. Et je vais aller dans Settings. Et je vais le configurer comme un workspace de type local. Ensuite, j'enregistre la configuration. Ensuite, je vais créer un autre workspace que je vais appeler Infra Workspace, qui sera aussi de type API Driven. Puis, je vais aller aussi dans Settings, Général. Je vais le définir comme un workspace de type local. Ensuite, j'enregistre la configuration. Alors, au niveau de Terraform Cloud, on est bien. La prochaine étape consiste à relier Terraform à Terraform Cloud. Alors là, je suis au niveau de mon dossier travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais relier Terraform à Terraform Cloud. Pour ce faire, je vais saisir la commande Terraform Login qui va permettre à Terraform de pouvoir se loguer au niveau de Terraform Cloud. Alors, je crée un API token sous le nom de Terraform Login. Ensuite, je copie l'API token. Puis, je retourne au niveau de mon terminal. Je copie l'API token. Et comme vous pouvez le voir, je viens de relier Terraform à Terraform Cloud. Chers internautes, on s'approche à grands pas du déploiement de notre infrastructure. Terraform qui est installé au niveau de notre machine va utiliser l'access key et le secret key de l'utilisateur Terraform qui est stocké au niveau du fichier credential pour attaquer le service IAM. Il va créer un rôle qu'on va appeler Terraform Role et va associer le rôle Terraform Role au policy Terraform Full EC2 VPC SSM. Terraform va aussi définir la relation de confiance autorisant l'utilisateur Terraform à pouvoir assumer le rôle Terraform Role. Terraform va aussi créer des ressources au niveau de Vault et ça tombe bien, on va parler de Vault au prochain slide. Alors, comme Terraform, Vault est un produit d'HashiCorp qui est spécialisé uniquement sur la sécurité. Alors, Vault va permettre de gérer tout ce qui est secret
à savoir le stockage centralisé de tout ce qui est information sensible, les mots de passe, les access keys et les secret keys qu'on va utiliser. Il va aussi permettre de chiffrer les informations, que ce soit in-flight ou bien adresse. In-flight, c'est-à-dire lorsque Vault va communiquer avec un API, ça va être chiffré avec du AES-256, mais aussi adresse lorsque les informations sont stockées au niveau de backend. Vault permet l'accès basé sur l'identité, c'est-à-dire au lieu d'avoir plusieurs utilisateurs et plusieurs mots de passe pour se connecter à différents providers, par exemple AWS, Azure ou bien Google Cloud, alors on a un utilisateur qui peut avoir accès à tous ces providers et cet utilisateur peut être associé à une liste de contrôle d'accès ou à des politiques définissant les actions qu'il peut faire au niveau de ces providers. Et bien sûr, Vault peut interagir avec différents identity providers comme AWS, Azure, Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, GitHub, Kubernetes, etc., etc. Alors, au niveau de Vault, on va créer un secret backend qui va contenir l'ensemble de nos credentials. Et ce secret backend, on va l'appeler AWS. Alors, les credentials qu'on va stocker au niveau de Vault vont provenir de SSM Parameter Store et non de notre fichier credential. Et on va associer nos secret backend au rôle qu'on va assumer via la ressource backend role. En gros, Vault va servir de coffre-fort pour stocker nos credentials et va aussi jouer le rôle d'intermédiaire pour attaquer le service STS et demander le token dont on a besoin, dont Terraform a besoin pour pouvoir déployer toute notre infrastructure. Lorsqu'on va déployer Vault ensemble, on va générer un token. Terraform va utiliser ce même token pour pouvoir se connecter au niveau de Vault et créer les ressources secret backend et backend role. Alors, j'ai déjà installé Docker sur ma machine, donc je vais faire tourner Vault en tant que conteneur et je vais le faire fonctionner en mode serveur. C'est-à-dire qu'il va être associé à un fichier de configuration qu'on va écrire et qu'on va voir au niveau de la pratique. Donc, par défaut, Vault va écouter sur le port 8200. Du coup, je vais mapper le port 8080 de ma machine au port 8200 du conteneur Vault. Et on pourra au niveau de notre navigateur accéder à l'interface graphique de Vault en tapant mon adresse IP privée suivie du numéro de port 8080. Alors là, je suis connecté par SSH au niveau de ma machine virtuelle Linux, qui est une distribution CentOS, et sur laquelle j'ai installé Docker. Alors je vais vérifier la version de Docker. J'ai installé la version 20.10.8. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux volumes. Un volume nommé Vault Data pour stocker les fichiers système de Vault et un volume nommé Vault Config pour stocker le fichier de configuration de Vault. Alors, une fois les volumes créés, je vais me rendre dans le volume Vault Config qui va se trouver dans /var, /lib, /docker, /volume et ensuite /vault config. Puis je vais faire un ls pour voir le contenu. Il y a le dossier data. Je vais me rendre dans le dossier data. Et au niveau du dossier data, je vais créer le fichier de configuration de Vault que je vais appeler local.hcl. HCL pour HashiCorp Configuration Language, que l'on va voir lors des prochains slides. Alors, le fichier local.hcl va contenir ces informations. Alors, la première information, c'est que je vais activer l'interface graphique. Ensuite, je vais définir le fichier de stockage des fichiers système de Vault qui va se trouver dans /vault/data. Et enfin, je vais demander à Vault d'écouter pour toutes les adresses IP au niveau du port 8200. Pour le protocole TCP, bien sûr. Et aussi, je vais désactiver TLS ou bien SSL si vous voulez. Alors, je vais copier toute la configuration. Ensuite, je vais venir au niveau de mon terminal. Je vais coller la configuration. Puis, je vais enregistrer le fichier. Et voilà, je pense qu'on est bien pour attaquer la prochaine étape. Alors, une fois notre fichier de configuration en place, il ne reste plus qu'à faire tourner notre conteneur. Alors, je vais faire un docker container run. Alors, je vais le faire tourner en arrière-plan. Puis, je vais monter mes volumes précédemment créés au conteneur. Donc, je vais monter d'abord le volume data. Donc, Vault data va être monté au niveau du conteneur dans le chemin /vault/data. Ensuite, je vais monter mon volume de configuration, Vault config, que je vais monter au niveau du conteneur dans /vault/config.
Puis je vais aller à la ligne. Ensuite, je vais mapper le port 8080 de ma machine au port 8200 du conteneur. Ensuite, je vais configurer le conteneur de telle sorte qu'il redémarre s'il y a un problème. Donc, je vais faire un -- restart égale always. Maintenant, pour éviter que la mémoire allouée à Volt déborde sur le disque, je vais ajouter au conteneur la capacité de pouvoir verrouiller la mémoire avec la commande -- cap-add égale ipclock. Ensuite, je vais ajouter l'image à utiliser. Ça sera Volt. Et je vais faire fonctionner Volt en mode serveur. Voilà, le conteneur est créé. Du coup, je vais me rendre au niveau de mon navigateur et je vais saisir mon adresse IP, l'adresse IP de la machine CentOS. Et pour vérifier l'adresse IP de la machine CentOS, je vais faire un IP address. Alors, mon adresse est le 192.168.1.11. Donc, je vais ouvrir le navigateur. Alors, au niveau de l'interface graphique, Volt nous propose de spécifier le nombre de clés à utiliser pour pouvoir partager la clé master, mais aussi le nombre de clés nécessaires pour pouvoir reconstituer la clé master. Donc, on va choisir 2 partout. Alors, vous pouvez choisir le nombre de clés qui vous correspond le mieux. Donc, je vais faire un initialize. Volt me signale une erreur. Il dit qu'il n'arrive pas à créer un répertoire au niveau du dossier /volt/data. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter au niveau de notre machine CentOS et on va modifier les permissions pour le volume Volt Data. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer au niveau du répertoire volume. Ensuite, je vais faire un ls. Donc, on voit bien qu'il y a le dossier Volt Data, qui est le volume qui a été monté au niveau du répertoire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier les permissions pour le répertoire Volt Data. Ensuite, je vais retourner au niveau de mon navigateur. Je vais rafraîchir la page. Puis, je vais saisir les informations et je vais cliquer sur Initialize. Alors, Volt me propose un token et 2 clés. Alors, pour pouvoir nous connecter au niveau de l'interface graphique, il va nous falloir ces 3 informations. Donc, je vais copier le token et les 2 clés au niveau de mon fichier texte et je vais les utiliser pour pouvoir me connecter au niveau de l'interface graphique. Maintenant que j'ai copié la dernière clé, je vais cliquer sur Continuer. Ensuite, je vais m'authentifier auprès de Volt. Je vais saisir la première clé. Ensuite, je vais copier la deuxième clé. Et enfin, je vais copier le token. Et voilà, on a accès à l'interface graphique de Volt. Alors maintenant qu'on a tout en place, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. On va parler de l'organisation du dossier de travail. Alors il se compose comme suit. On a le dossier YouTube qui comprend les sous-dossiers infra et Volt. De toutes les façons, vous allez retrouver l'ensemble de ces dossiers au niveau de GitHub. Je vais mettre le lien en description. Alors au niveau du sous-dossier infra, on a tous les codes qui permettent de déployer toute notre infrastructure au niveau du cloud AWS. Et au niveau du sous-dossier Volt, on a les codes qui permettent de créer les ressources dont on a besoin au niveau du conteneur Volt. Et au niveau du sous-dossier infra, on a le sous-dossier module qui contient les sous-dossiers machine et VPC. Le sous-dossier machine va permettre de créer le load balancer et le sous-dossier VPC va permettre de mettre en place notre VPC, à savoir la création du VPC lui-même, les réseaux, l'Internet Gateway, le routeur, etc., etc. Et au niveau de notre sous-dossier infra, on a les codes qui vont appeler les modules machine et VPC pour mettre en place toute notre infrastructure. Maintenant qu'on a parlé de l'organisation de notre dossier de travail, on va parler des différents types de fichiers qui sont utilisés pour déployer notre infrastructure.
Le premier type de fichier qu'on va parler est le fichier data.tf. Alors ce fichier va permettre de récupérer des informations soit au niveau d'AWS, soit au niveau de Vault. On a aussi le fichier main.tf qui va contenir notre code principal. On a le fichier output.tf qui va permettre de retourner des valeurs soit au niveau de l'écran ou bien des valeurs qui vont être utilisées par les autres fichiers. On a le fichier variable.tf qui va contenir les variables qu'on va utiliser. On a le fichier provider.tf qui va contenir l'ensemble de nos providers, à savoir AWS et Vault. On a aussi le fichier setup.tf qui va contenir des codes qui sont spécifiques à Terraform, notamment l'envoi de notre fichier terraform.tfstate au niveau du cloud Terraform Cloud. Et enfin, on a le fichier credential qui est un fichier temporaire qu'on va supprimer une fois que Vault a été correctement configuré et qui contient le secret key et l'access key de l'utilisateur Terraform. Maintenant qu'on a une bonne visibilité de notre dossier de travail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à coder. Alors, on va installer deux providers, un provider AWS qui va nous permettre de nous connecter au niveau d'AWS et un provider Vault qui va nous permettre de nous connecter au niveau de Vault. Alors, je vais vous montrer tout de suite le fichier credential qui va nous permettre de nous connecter au niveau d'AWS. Au niveau du fichier credential, j'ai associé le profil Terraform à l'access key et au secret key de l'utilisateur Terraform. Ensuite, on va aller au niveau du fichier provider.tf et je vais mettre le code qui va nous permettre de pouvoir installer nos providers. Alors, au niveau du provider AWS, j'ai spécifié le profil Terraform à utiliser pour pouvoir nous connecter au niveau d'AWS. Ensuite, j'ai renseigné le chemin où trouver notre fichier credential. Et ensuite, j'ai spécifié la région sur laquelle je souhaiterais travailler. Alors, pour la région, je l'ai déclarée en tant que variable. Nous allons déclarer la variable AWS_région au niveau du fichier variable. Alors, pour le provider Vault, j'ai spécifié l'adresse où se trouvait le conteneur Vault, à savoir 192.168.1.11 et au niveau du port 80.80. Ensuite, j'ai aussi spécifié le token en tant que variable. Alors, nous allons tout de suite nous rendre au niveau de notre fichier variable pour pouvoir créer les variables AWS_région et le token. Les variables AWS région et token ont été déclarées comme étant des variables de type string. Alors, la valeur par défaut pour la variable AWS région est US_is1. Pour la variable token, je l'ai déclarée comme étant une variable sensible. Et je n'ai pas spécifié de valeur par défaut. Du coup, lors de l'exécution, Terraform va me demander sa valeur. Et j'ai mis comme description, veuillez saisir le token pour Vault. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécifier à Terraform d'envoyer le fichier terraform.tfstate au niveau de Terraform Cloud. Pour ce faire, on va éditer le fichier setup.tf. Au niveau de setup.tf, on a mis le code suivant. Alors, on a dit à Terraform d'utiliser un backend de type remote qui se trouve au niveau de Terraform Cloud à l'adresse app.terraform.io, au niveau de l'organisation Linopix qu'on avait créée, mais aussi au niveau du workspace Vault Workspace. On a vu lors de la présentation qu'il fallait créer un secret backend au niveau de Vault et associer ce secret backend à un rôle qui a les permissions suffisantes pour pouvoir déployer toute notre infrastructure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer ce rôle qu'on va nommer Terraform Role. Ensuite, on va associer le rôle Terraform Role au policy Terraform Full EC2 VPC SSM. Ensuite, on va créer un policy document qui va autoriser l'utilisateur Terraform à pouvoir assumer le rôle Terraform Role. Puis, finalement, on va associer le policy document au rôle Terraform Role. Pour ce faire, on va éditer le fichier data.tf et on va récupérer trois informations très importantes. La première information qu'on va récupérer au niveau d'AWS est la policy Terraform Full EC2 VPC SSM. Alors, avec la clé Data qui permet de récupérer une information, on va récupérer au niveau du provider AWS la ressource IAM Policy. Alors, on va nommer cette ressource permission. Et on va récupérer la policy dont le nom et la valeur de la variable Terraform Permission Name. Alors, on va aller au niveau du fichier variable pour définir cette variable. Alors, je viens de définir la variable Terraform Permission Name qui est de type string et dont la valeur par défaut est bien sûr Terraform Full EC2 VPC SSM. Ensuite, on va retourner au niveau du fichier data.tf pour récupérer deux autres informations. La première information qu'on va récupérer auprès d'AWS est la ressource Caller Identity que j'ai nommé mon compte AWS
et qui va récupérer des informations au niveau de mon compte AWS. La deuxième ressource qu'on va récupérer est la ressource IAM Policy Document que j'ai nommée Allow Assume Role et dont les actions sont Assume Role au niveau du service STS et dont le principal est de type AWS et dont l'identifiant est comme suit. Alors, il s'agit de l'identifiant de l'utilisateur Terraform. Alors, il existe d'autres types de principals. Il y a les principals de type service pour les services d'AWS comme EC2. Il y a aussi les principals de type federated pour les utilisateurs qui sont logués sur AWS, peut-être en passant par Facebook ou bien en utilisant SAML. Pour Identifier, j'ai renseigné l'ARN de l'utilisateur Terraform. Alors, l'ARN se compose comme suit. On a ARN2.AWS, 2.IAM, 2.2. l'ID de mon compte AWS que j'ai récupéré au niveau de la ressource Caller Identity, suivi de 2.user et du nom de l'utilisateur Terraform. Ensuite, on va se rendre sur le fichier main.tf pour créer enfin notre rôle Terraform role. Alors, j'ai créé la ressource IAM role avec le nom Terraform full et le rôle qu'on va créer aura comme nom la valeur de la variable Terraform role name. Et le rôle sera relié à la relation de confiance qu'on a créée précédemment et qui se trouve au niveau de la ressource Data AWS IAM Policy Document.allow assume role. Et on va lui passer le format JSON. Du coup, on va se rendre au niveau de notre fichier variable pour créer la variable Terraform role name. Alors, je viens de déclarer la variable Terraform role name qui est de type string et dont la valeur par défaut est Terraform role. Lors de la présentation, on a vu ensemble que j'avais stocké les credentials de l'utilisateur Terraform au niveau de ma machine, mais aussi au niveau du service AWS SSM. Alors, on va éditer le fichier data.tf pour récupérer les informations que j'ai stockées au niveau de SSM. Alors, avec la clé data, j'ai récupéré au niveau d'AWS la ressource SSM paramètres que j'ai nommée AccessKey. Et la ressource à récupérer est nommée /terraform/accesskey. J'ai fait la même démarche pour SecretKey. La prochaine étape consiste à créer un secret backend et à relier le secret backend au rôle Terraform role via la ressource backend role. La première ressource permet de créer un AWS Secret Backend au niveau de Vault. Alors j'ai nommé cette ressource Vault AWS. J'ai utilisé l'AccessKey et le Secret Key qu'on avait récupéré précédemment au niveau d'SSM pour permettre au Secret Backend de pouvoir se connecter au niveau d'AWS. J'ai spécifié la région à utiliser au niveau de la variable AWS région, c'est-à-dire US East 1. Le chemin, c'est la valeur de la variable path qu'on va déclarer tout de suite. Alors, la durée par défaut des credentials qu'on peut demander est de 30 minutes et la durée maximale qu'on peut demander est d'1 heure de temps. Sans plus tarder, on va aller directement au niveau du fichier variable.tf pour créer notre variable path. Comme pour les autres variables, la variable path sera de type string et aura comme valeur par défaut AWS. La deuxième ressource est du provider Vault de type AWS Secret Backend Role que j'ai nommé Vault AWS Role. Alors, je l'ai relié au backend précédemment créé en spécifiant le chemin du backend. Le credential type, ça sera un assume role, ça sera un rôle assumé. Et le nom qui sera utilisé, ça sera le même nom que le rôle qu'on veut relier au backend role. Et bien sûr, j'ai spécifié au niveau de l'attribut rôle ARN, l'ARN du rôle Terraform role. Alors, l'ARN du rôle Terraform role se compose comme suit. On a ARN2.AWS2.IAM suivi de l'ID de mon compte AWS, 2.role / suivi de la valeur de la variable Terraform role name qui contient bien sûr la valeur Terraform role. Alors, pour résumer, on a créé le secret backend, on a créé le backend role. On a aussi tiré auprès d'AWS la policy Terraform Full EC2 VPC SSM. On a aussi créé le rôle Terraform role. Alors, il ne nous reste plus qu'à relier le rôle Terraform role au policy Terraform Full EC2 VPC SSM.
Pour ce faire, j'utilise la ressource du provider AWS IAM Role Policy Attachment que j'ai nommé Link Role to Permission. Alors l'attribut role prend comme valeur le nom du rôle que j'ai récupéré via la ressource IAM Role Terraform Full, mais aussi l'ARN du policy Terraform Full VPC SSM que j'ai récupéré via la ressource IAM Policy Permission. Alors pour rappel, on peut vérifier le fichier data.tf. J'ai bien récupéré la policy Terraform Full VPC SSM via la ressource IAM Policy. Il est temps maintenant de déployer notre code pour voir si nos ressources ont été créées au niveau du conteneur Vault, mais aussi au niveau du cloud AWS. Alors, je vais agrandir mon terminal. Ensuite, je vais exécuter la commande Terraform init qui va permettre d'initialiser Terraform au niveau de mon dossier Vault. Vous pouvez voir que je me suis placé au niveau du dossier Vault avant d'exécuter la commande Terraform init. Alors, Terraform init va télécharger l'ensemble des plugins dont on a besoin pour pouvoir interagir avec AWS et Vault. Et vous pouvez voir qu'au niveau du dossier Vault, il y a le dossier Terraform qui vient d'être créé et qui contient l'ensemble des plugins. Une fois Terraform initialisé, je vais exécuter la commande Terraform plain qui va me permettre de pouvoir tester mon code sans pour autant déployer les ressources. Alors, Terraform me demande le token pour Vault. C'est le même token qui a été généré lors de la création du conteneur Vault. Le résultat de Terraform plain nous montre que Terraform va installer 4 ressources, à savoir l'IAM Role, l'IAM Role Policy Attachment, le Secret Backend et le Backend Role. Et finalement, je vais exécuter la commande Terraform apply auto approve qui va exécuter le déploiement de toutes nos ressources sans demande de confirmation. Alors, je vais renseigner encore le token pour Vault. Et voilà, Terraform vient de déployer toutes les ressources. Alors pour vérification, je vais commencer au niveau de Vault. Du coup, je vais me rendre au niveau de mon navigateur. Et comme on peut le voir, Terraform a créé un secret backend sous le nom d'AWS. Et le secret backend est relié au backend role Terraform Role. Ensuite, je vais me rendre au niveau d'AWS et plus précisément au niveau du service IAM. Puis, je vais filtrer par Terra. Je rafraîchis la page et comme on peut le voir, le rôle Terraform Role a été créé. Et le rôle Terraform Role est associé au policy Terraform Full EC2 VPC SSM. Et aussi, on peut voir au niveau de la relation de confiance que le rôle Terraform Role peut être assumé par l'utilisateur Terraform. Et finalement, je vais me rendre au niveau de Terraform Cloud et plus précisément au niveau du workspace Vault Workspace. Et comme on peut le voir, il y a notre fichier state qui vient d'être uploadé il y a environ 2 minutes. On a déployé toutes les ressources au niveau de Vault. La prochaine étape consiste à passer au niveau du dossier infra. On va commencer par éditer le fichier setup.tf et on va mettre le code qui va permettre d'envoyer notre fichier state au niveau de Terraform Cloud et plus précisément au niveau du workspace infra workspace. Alors, le code utilisé pour envoyer notre fichier state au niveau de Terraform Cloud est exactement le même code qui a été utilisé au niveau de notre projet Vault. La seule différence se trouve au niveau du nom du workspace qui est maintenant Infra Workspace. Ensuite, on va passer au niveau du fichier Provider et on va mettre le code pour pouvoir nous connecter au niveau du conteneur Vault. C'est exactement le même code qui a été utilisé pour le projet Vault. Et du coup, on va aller au niveau du fichier variable pour déclarer notre variable token. Et aussi, pour la variable token, on a exactement le même code qui a été utilisé pour le projet Vault. Ensuite, on va éditer le fichier data.tf et on va mettre le code qui va nous permettre de pouvoir lire auprès du conteneur Vault les credentials access key, secret key, mais aussi le token retourné par STS et qui va nous donner les permissions suffisantes pour pouvoir déployer toute notre infrastructure. Alors, j'ai utilisé le provider Vault
avec la ressource AWS Access Credential que j'ai nommé Cred. Et j'ai récupéré les credentials pour le backend var.path qu'on va définir, mais aussi pour le rôle var.terraform-role. Alors, on va se rendre directement au niveau du fichier variable pour déclarer les variables path et les variables terraform-role name. Alors, les variables path et les variables terraform-role name sont de type string. La valeur par défaut pour la variable path est bien sûr AWS qui correspond à notre secret backend AWS. Et la valeur de la variable terraform-role name est terraform-role qui correspond au nom qu'on a attribué à notre backend role. Ensuite, on va retourner au niveau de notre fichier provider. Et je vais mettre le code qui va permettre de pouvoir nous connecter au niveau du provider AWS. Pour le provider AWS, j'ai spécifié l'access key, le secret key, le token et la région à utiliser pour pouvoir nous connecter. Pour l'access key, le secret key et le token, j'ai récupéré les informations contenues dans la ressource Vault AWS Access Credential que j'ai nommé Cred et qu'on a récupéré précédemment. Ensuite, suivi d'access key, de secret key ou bien de security token. Et pour la région, c'est une variable que je vais déclarer tout de suite au niveau du fichier variable. Du coup, on va se rendre au niveau de notre fichier variable pour déclarer la variable région. Et comme vous pouvez le voir, on va travailler au niveau de la région US East 1. Alors, on va aller au niveau de notre sous-dossier VPC qui se trouve au niveau du sous-dossier module. Et on va éditer le fichier main.tf. Alors, je vais ajouter le code qui va nous permettre de pouvoir créer notre VPC. Je vais utiliser la ressource VPC du provider AWS que je vais appeler mon VPC. Alors, pour le CIDR block, ça sera la valeur de la variable VPC CIDR qu'on va déclarer au niveau de notre fichier variable. Et je vais activer aussi l'attribution de nom DNS pour nos machines au niveau du VPC. Très rapidement, on va se rendre au niveau de notre fichier variable.tf, toujours au niveau du sous-dossier VPC. Et je vais ajouter la variable VPC CIDR qui est de type string et dont la valeur par défaut est 192.168.00/16. Ensuite, je vais retourner au niveau du fichier main.tf pour ajouter le code pour créer un Internet Gateway. J'ai utilisé la ressource Internet Gateway que j'ai nommé myIGW et j'ai relié l'Internet Gateway au VPC précédemment créé en utilisant son ID. Ensuite, je vais rajouter le code pour créer une table de routage. Alors, j'ai créé une table de routage grâce à la ressource route table que j'ai nommée myRTR. J'ai relié la table de routage à mon VPC en utilisant l'ID de mon VPC. Ensuite, j'ai créé une route par défaut qui va pointer vers l'Internet Gateway. Et aussi pour l'Internet Gateway, j'utilise son ID. Je vais mettre le code du réseau dans lequel sera installé notre load balancer F5. Je vais utiliser la ressource subnet que je vais nommer ressource public net. Je vais relier mon réseau à mon VPC en utilisant l'ID de mon VPC. Ensuite, je vais activer l'attribution d'adresse IP publique dans mon réseau. Comme CIDR block, ça sera la valeur de la variable public-net F5 et de son attribut CIDR. Comme availability zone, ça sera la valeur de la variable public-net F5 et de son attribut availability zone. Et je vais attribuer un tag à mon réseau qui sera la valeur de la variable public-net F5 et de son attribut name. On va directement aller au niveau de notre fichier variable.tf pour définir la variable public-net F5. La variable public-net F5 est de type objet avec les attributs name, CIDR et availability zone qui sont de type string. La valeur par défaut pour availability zone c'est US East 1A. La valeur par défaut pour name c'est F5 underscore public. Et la valeur par défaut pour CIDR c'est 192.168.3.0/24. La prochaine étape consiste à créer un network ACL pour pouvoir protéger le réseau qu'on vient de créer. Du coup, on va se rendre au niveau du fichier main.tf. Et je vais mettre en place le code pour pouvoir protéger notre réseau. J'ai nommé la ressource Network ACL myACL. Ensuite, j'ai relié mon Network ACL à mon VPC en utilisant l'ID de mon VPC. J'ai créé une règle entrant que j'ai numérotée 100, autorisant mon adresse IP pour tous les ports, mais aussi pour tous les protocoles. J'ai créé une règle sortant que j'ai aussi numérotée 100, autorisant le trafic vers mon adresse IP pour tous les ports, mais aussi pour tous les protocoles. Et finalement, j'ai relié le Network ACL au réseau dans lequel sera installé notre load balancer en utilisant l'ID du réseau. On va aller directement au niveau du fichier variable.tf pour déclarer notre variable monIP. La variable monIP est de type string. J'ai pas mis de valeur par défaut.
sa valeur sera récupérée directement au niveau du module machine qu'on va voir tout à l'heure. La prochaine étape consiste à connecter le réseau de F5 à Internet. Pour ce faire, je vais associer le réseau à notre table de routage précédemment créée. Je vais utiliser la ressource Route Table Association que je vais nommer MyAssoc, qui va prendre en argument Route Table ID, qui va recevoir l'ID de ma table de routage, mais qui prend aussi en argument Subnet ID, qui va recevoir l'ID du réseau de F5. Le module VPC est maintenant en place. La dernière étape qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le fichier output.tf et je vais retourner deux valeurs. La première valeur que je vais retourner, je l'ai nommée VPC ID, c'est l'ID de mon VPC. Et la deuxième valeur que je vais retourner, je l'ai nommée Public Net Created et c'est l'ID du réseau public sur lequel sera installé le load balancer F5. Le module machine qu'on va voir plus tard va utiliser ces informations pour pouvoir déployer le load balancer. Tout est OK pour le module VPC. La prochaine étape consiste à aller au niveau du module machine et à éditer le fichier data.tf. Alors, je vais récupérer l'ID de l'image du load balancer F5 avec la ressource SSM paramètre que j'ai nommé AMI F5 ID et qui va récupérer le paramètre dont le nom est F5 Big IP VE 20 Mbps par seconde au niveau d'SSM. Ensuite, je vais retourner au niveau du fichier main.tf et je vais importer le module VPC. Le module VPC prend en entrée la variable mon IP. Donc, je vais aller au niveau du fichier variable.tf et je vais déclarer la variable mon IP qui est de type string. Pour rappel, la variable mon IP a aussi été déclarée au niveau du module VPC et récupère sa valeur au niveau du module machine. Et pareillement, au niveau du module machine, la variable mon IP n'a pas de valeur par défaut et va récupérer sa valeur au niveau du projet global infra lors de l'exécution du déploiement des ressources. En gros, je vais saisir manuellement la valeur de mon IP via le terminal. Ensuite, je vais mettre le code pour créer le load balancer F5 en utilisant la ressource instance que j'ai nommée myF5. Comme AMI, ça sera la valeur du paramètre AMI F5 ID qu'on a récupéré auprès d'SSM. Le load balancer sera associé au réseau Public Net Created qui provient de l'output du module VPC. La paire de clés qui sera utilisée, ça sera 2EC2US qu'on a téléchargé. Le load balancer sera bien sûr associé à une adresse IP publique. Le type d'instance qui sera utilisé, ça sera T3 Medium, ce qui est suffisant pour des tests. Le load balancer sera associé au security group autorisé SSH HTTPS pour moi qu'on va créer tout de suite. Et j'ai attribué le tag myF5LB au load balancer. Ensuite, j'ai créé la ressource security group que j'ai nommée autorisé SSH HTTPS pour moi. Alors, cette ressource va créer un security group au niveau d'AWS qu'il va nommer autorisé SSH HTTPS. Il manque le S. Alors, je vais modifier avant l'envoi sur GitHub. Ensuite, j'ai relié mon security group à mon VPC en utilisant le module VPC. Et finalement, j'ai ajouté une description. La règle entrant ingress est dynamique, c'est-à-dire qu'elle va parcourir la variable sgrule qu'on va voir plus tard pour définir le contenu de la règle ingress. Alors, il y aura autant de règles ingress qu'il y a d'éléments au niveau de ma variable sgrule. La règle sortant autorise le trafic pour tous les ports, pour tous les protocoles en direction de mon adresse IP. La variable sgrule est de type liste d'objets. Chaque objet a comme attribut description et protocole qui sont de type string et port qui est de type number. Le premier objet a comme valeur description égale hello HTTPS, protocole égale TCP et port égale 8443. Le deuxième objet a comme valeur description égale hello SSH, protocole égale TCP et port égale 22. Alors, vous l'avez compris, la règle Dynamic Ingress va autoriser le trafic HTTPS et le trafic SSH provenant de ma machine. Une fois notre load balancer créé, il ne reste plus qu'à afficher son adresse DNS. Pour ce faire, je vais utiliser la clé output que j'ai nommée F5 DNS et sa valeur, ça sera la ressource myF5 et de son argument public DNS. Une fois l'adresse DNS retournée par le module machine, on va se rendre au niveau du fichier output.tf de notre projet infra global. Et on va aussi retourner l'adresse DNS du load balancer F5 qu'on va récupérer directement à partir de notre module machine.
Ensuite, on va se rendre au niveau du fichier main.tf et on va importer le module machine. Comme avec le module VPC, le module machine prend en entrée la variable mon IP. Alors, je vais aller au niveau du fichier variable.tf de mon projet infra et je vais définir la variable mon IP. Avec comme description, veuillez saisir votre adresse IP publique. Terraform va me demander sa valeur lors de l'exécution. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais agrandir mon terminal. Ensuite, je vais me rendre au niveau du dossier infra et je vais exécuter la commande terraform init. Une fois la commande terraform init exécutée, je vais exécuter la commande terraform plain. Je renseigne mon adresse IP publique suivie de /32. Ensuite, je renseigne le token utilisé pour se connecter au niveau de Vault. Assurez-vous que vous êtes connecté au niveau de l'interface graphique de Vault avant d'exécuter la commande. Terraform me signale qu'il y a des attributs qui sont obligatoires mais qui ne sont pas présents au niveau de mon code. Alors, c'est des attributs qui sont propres au Network ACL, au Route Table, mais aussi au niveau du Security Group. Alors, ces attributs ont été marqués comme étant optionnels au niveau de la documentation. C'est un peu bizarre que Terraform m'indique qu'ils sont obligatoires. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire très simple. Je vais prendre l'ensemble de ces attributs avec leur valeur par défaut et je vais les mettre au niveau de mon code. Ensuite, on va revenir et réexécuter la commande terraform plain. Je vais aller au niveau du fichier main.tf du module machine et je vais modifier mon security group avec les attributs qui ont été marqués comme étant obligatoires. Ensuite, je vais aller au niveau du fichier main.tf du module VPC et je vais modifier mon network ACL avec les attributs qui ont bien sûr été marqués comme étant obligatoires. Alors pour ICMP tab, j'ai mis la valeur de 1, on ne va pas utiliser ICMP dans ce cours. Et enfin, je vais aller au niveau du Route Table et je vais mettre l'ensemble des attributs avec leur valeur par défaut qui ont été marqués comme étant obligatoires. Vous pouvez retrouver l'intégralité du code sur GitHub et je vais mettre le lien en description. Et finalement, on va aller réexécuter la commande terraform plain. Je vais ressaisir mon adresse IP publique. Ensuite, je vais ressaisir le token pour Vault. Cette fois-ci, ça marche et comme vous pouvez le voir, Terraform va installer 8 ressources et à la fin, il va afficher l'adresse DNS de mon load balancer F5. On va supprimer le fichier temporaire credential avant d'exécuter la commande terraform apply. En fait, on pouvait bien le supprimer après l'exécution de terraform apply au niveau du dossier Vault. Une fois le fichier supprimé, je vais exécuter la commande terraform apply auto approve au niveau du dossier infra. Du coup, je saisis mon adresse IP publique suivie de /32. Je saisis le token pour Vault et on laisse Terraform tourner pour déployer l'ensemble de nos ressources. Toutes nos ressources ont été déployées et Terraform m'affiche l'adresse DNS du load balancer qu'on va utiliser pour nous connecter par SSH mais aussi pour accéder à l'interface graphique. Ensuite, je vais me rendre au niveau du service EC2, puis je vais rafraîchir ma liste d'instances et comme vous pouvez le voir, le load balancer F5 est en train d'être initialisé. Et qu'il est aussi relié à notre security group qui va autoriser le trafic SSH mais aussi le trafic HTTPS depuis ma machine.
Ensuite, on va se rendre au niveau du service VPC. Je vais aller dans Your VPC. On peut voir qu'un nouveau VPC a été créé. Je vais cliquer dessus pour avoir plus de détails. Alors, ce VPC a l'adresse CIDR 192.168.0.0/16, comme l'a défini. Puis, je vais aller au niveau de Subnet. On peut voir que le réseau F5 public a aussi été créé. Et que le réseau F5 public a l'adresse CIDR 192.168.3.0/24. Et on peut voir aussi que notre réseau est bien relié à notre table de routage qui a une route par défaut vers l'Internet Gateway. On va voir ça de plus près au niveau de Route Table. Et aussi au niveau de Route Table, on a les mêmes informations. Une route par défaut vers l'Internet Gateway. Ensuite, on va se rendre au niveau de l'Internet Gateway. Et comme on peut le voir, l'Internet Gateway est bien rattaché à mon VPC. Ensuite, on va y aller au niveau de Network ACL. Et on peut voir que notre Network ACL est bien relié à notre réseau F5 public, mais aussi à notre VPC. Et il autorise en entrée le trafic provenant de mon adresse IP et en sortie le trafic vers mon adresse IP. Ensuite, on va aller au niveau de Security Group. On peut voir que notre Security Group est bien présent et qu'il a exactement les mêmes informations qu'on a vues tout à l'heure. Ensuite, on va retourner au niveau de EC2 pour voir notre load balancer. Et comme on peut le voir, notre load balancer est maintenant opérationnel. Du coup, on va voir ça un peu plus dans les détails. On peut voir que le type d'instance utilisé est T3 Medium. Et aussi que notre load balancer est bien relié à notre réseau public F5 public. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous connecter par SSH au niveau de notre load balancer. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir PuTTY et on va charger la session F5 qu'on avait créée. Ensuite, je vais retourner au niveau du terminal Terraform. Je vais copier l'adresse DNS du load balancer F5 que je vais venir copier après l'arrobase. Ensuite, je vais cliquer sur Open. Et voilà, on vient d'accéder au niveau du terminal du load balancer F5. Ce que je vais faire très rapidement, c'est que je vais modifier le mot de passe pour l'utilisateur admin qu'on va utiliser pour pouvoir nous connecter au niveau de l'interface graphique. Et je vais finir par enregistrer toute la configuration. Ensuite, je vais me rendre au niveau de mon navigateur. Je vais coller le nom DNS du load balancer, suivi de 2.8443. J'ai accès à l'interface graphique du load balancer. Je vais m'authentifier avec le même mot de passe créé tout à l'heure. Et voilà, on a finalement accès à l'interface graphique du load balancer F5. On peut aller au niveau de local traffic, créer nos serveurs. On peut aussi aller au niveau de statistiques pour voir l'utilisation des ressources du load balancer. Derrière, on peut déployer des serveurs web, on peut déployer des machines Windows et les relier à notre load balancer pour faire du load balancing.